And start this. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans le webinaire en français pour le bulletin de l'activité physique chez les adultes de participation. On vous laisse le temps d'arriver. Bienvenue tout le monde, bon après-midi, bon début d'après-midi. Très heureuse d'être avec vous en ce début d'après-midi pour le bulletin de l'activité physique chez les adultes de participation. Pendant qu'on laisse tout le monde entrer, venez dans la section clavardage nous dire d'où vous venez, qui êtes-vous, où est-ce que vous êtes ici au Canada et toujours très heureuse de fournir toutes les initiatives et entre autres les résultats d'un bulletin de l'activité physique en français. Donc, j'aime toujours savoir où vous êtes. Venez vous présenter dans le clavardage. Allô, l'Outaouais, j'espère que tout le monde va bien dans votre coin. Venez vous présenter dans le clavardage. On aime ça savoir où vous êtes situé à travers le Canada. Winnipeg, allô! On aime ça. Donc, bienvenue la francophonie dans notre webinaire aujourd'hui. On est donc dans l'édition 2025 du bulletin de l'activité physique chez les adultes de participation. Gatineau est là, Gaspésie est là, Nouveau-Brunswick. Bienvenue. Bas-Saint-Laurent, Lac-Etchemin, Île-de-Montréal. Allô, le Slim, j'espère que tout le monde va bien chez vous. Donc, je vous invite tout le monde à venir vous présenter dans le clavardage. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour l'édition 2025 du bulletin de l'activité physique chez les adultes de participation. Voici votre format francophone pour vous aujourd'hui. Centre du Québec, Estrie, Batters, bienvenue tout le monde. Très heureuse d'être là avec vous cet après-midi. Allô Montréal, DRSP de Montréal, salut tout le monde. Super heureuse de pouvoir vous offrir ces informations en français. Et comme vous pouvez voir dans le titre, on souhaite en tout cas passer de la stagnation à l'action. Donc, des données qui nous amènent et nous rappellent un statu quo dans notre domaine. On souhaiterait voir bouger les choses un peu plus. Donc, il y aura quelques pistes d'action qui vont être partagées avec vous à la fin du webinaire. L'Ontario est là, Campbellton, la FEPEC, allô, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vos équipes vont bien et que aujourd'hui le webinaire va venir vous inspirer. On fait état de la situation pour le niveau de l'activité physique chez les adultes, de participation. Peut-être que vous étiez avec nous aussi il y a 2 ans avec le bulletin de l'activité physique chez les enfants. Et là, on aborde plus spécifiquement les adultes aujourd'hui. On vous laisse encore quelques minutes pour vous installer. Venez vous présenter dans le clavardage si vous venez juste d'arriver avec nous. On vous présente les bulletins de l'activité physique, le bulletin de l'activité physique chez les adultes de participation. Donc, venez dire votre nom, où vous êtes dans le Canada. Très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour la version francophone du webinaire. Donc, si vous le voulez bien, on va commencer. Donc, le titre est en gros devant vous de la stagnation à l'action. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de données qui n'ont pas bougé cette année pour ce qui est des adultes avec le bulletin de l'activité physique par participation. Euh, Certaines données ne bougent pas, d'autres vont avoir un certain mouvement. On va être capable de les regarder ensemble. Donc, pourquoi on est encore dans un statu quo? Qu'est-ce qui se passe et quelles pistes d'action on peut peut-être explorer dans nos domaines pour faire bouger les choses et faire bouger la population, évidemment. Donc, très heureuse de vous avoir aujourd'hui et ces données-là qui sont partagées vont vous être expliquées, évidemment. Vous avez peut-être déjà été voir le document, à regarder en ligne les dernières données. Aujourd'hui, on va vraiment plonger dans les statistiques, on va passer au travers. Donc, merci de prendre du temps avec nous aujourd'hui pour regarder toutes ces belles données ensemble. Donc, toujours pour bien commencer nos webinaires avec participation, c'est important pour nous de faire une reconnaissance du territoire. Donc, Participation souhaite reconnaître que son bureau principal est situé sur les eaux et territoires traditionnels des Premières Nations Mississauga, de New Credit, Anishinaabe, Chippewa, Haudenosaunee et Huron-Wendat. Ce territoire est couvert par le traité Bol à une seule cuillère ainsi que le traité 13. Plusieurs peuples des Premières Nations, Inuits et Métis de l'île de la Tortue y demeurent également. Nous nous engageons à en apprendre davantage sur la diversité de l'histoire et des cultures autochtones de la région et favoriser la réconciliation. De mon côté, je suis située à Montréal, donc sur un territoire non cédé de la communauté Wendat et Mohawk. Donc, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je vous invite à vous informer sur des actions pour la réconciliation dans vos différentes régions. Donc, côté logistique, vos micros sont présentement fermés.
J'ai le bonheur d'animer ça avec vous aujourd'hui et j'ai aussi ma collègue que je vais vous présenter tout à l'heure. Je vous invite à venir poser vos questions dans la section Q et R de Zoom. Ces questions-là, je vais les répondre à la fin du webinaire seulement. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran à la fin et je pourrai prendre question par question. Donc, dès que vous en avez des questionnements, c'est dans la section Q et R. Dans la section clavardage, là, où je vous ai invité à venir vous présenter, c'est là où vous pouvez inscrire des recommandations, des pistes d'action de votre côté qui fonctionnent. C'est un espace de partage. Et c'est là aussi où ma collègue Sophie Perron va venir déposer des ressources pendant le webinaire. Donc, gardez tout ça ouvert et confortable quand même pendant le webinaire. C'est important pour nous de recevoir vos informations, mais aussi d'avoir vos questions, évidemment. Donc, ce webinaire est aussi enregistré. Il va vous être envoyé à la suite du webinaire aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez des collègues qui n'ont pas pu assister au webinaire, vous allez pouvoir partager les informations qu'on transmet aujourd'hui. Alors, les présentations, mon nom est Marianne Parent, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je suis directrice générale du réseau Accès Participation, le RAP, comme on nous appelle. Vous avez le site web qui est devant vous. Nous sommes l'organisation qui faisons le pont en français pour toutes les initiatives de participation. Donc, entre autres, webinaires, programmes de subvention. Peut-être que vous parlez parfois à Sophie pour les subventions qui vont arriver prochainement. On a aussi tout le défi Ensemble on bouge qui se passe au mois de juin, où notre rôle à nous est de s'assurer que tout le monde ait l'accessibilité en français pour les programmes, webinaires et autres subventions. Je suis membre du comité scientifique du bulletin de l'activité physique chez les adultes 2026. Et donc, Sophie, allô, Sophie, tu peux dire bonjour à tout le monde qui est avec nous et coordonnatrice de projet au RAP. Donc, toujours un bonheur d'animer tout ça avec toi, Sophie. Elle est là aussi en soutien, en clavardage, s'il y a quoi que ce soit au niveau technique. Alors, on continue. Plusieurs remerciements avant de passer dans nos premières données. Donc, vous pouvez voir l'Institut canadien de la recherche, la condition physique et le mode de vie qui a contribué de façon majeure aux données aujourd'hui qui vont être partagées. Statistique Canada, évidemment, et le Sedentary Living Lab de l'Université de l'Alberta aussi, qui sont des organisations qui amènent énormément de données qui permettent d'avoir plus de précision dans ce bulletin. Le soutien financier aussi, à ne pas mettre de côté, l'Agence de la santé publique du Canada et le Conseil des recherches en sciences humaines du Canada également, qui sont impliqués. Donc, l'équipe de développement du contenu, vous pouvez voir, plusieurs personnes prennent part à l'équipe de recherche, aussi à la traduction, à la révision. Donc, vous pouvez comprendre que c'est tout un projet qui est derrière le bulletin de l'activité physique, autant au niveau des communications qu'au niveau du comité de recherche. Donc, vous allez voir qu'on va vous partager aussi des outils de diffusion, des outils de communication pour pouvoir partir des discussions dans vos communautés. Vous allez pouvoir utiliser ces données-là, tout dépendant de vos projets ou même pour des demandes de subvention. Donc, sachez que c'est toute une équipe là, qui est derrière le bulletin de l'activité physique avec participation. Alors, on continue, on commence tout de suite avec notre histoire derrière ce bulletin de l'activité physique cette année. Donc, on souhaite passer de la stagnation à l'action. Participation fait le bulletin de l'activité physique depuis plusieurs années. Et là, on se rend compte que il n'y a pas grand-chose qui bouge. Vous allez voir des changements dans les notes qu'on va donner aujourd'hui, mais le grand constat qu'on a cette année, c'est que qu'est-ce qui se passe pour pouvoir faire bouger les Canadiens et les Canadiennes à travers le Canada, puisque le statu quo semble s'installer et faudrait tenter ensemble de passer à l'action. Donc, à propos du bulletin de l'activité physique, on parle ici d'une évaluation la plus détaillée de l'activité physique des adultes au Canada. Donc, c'est un rassemblement de données de recherche pour vous amener un regard, un portrait juste en 2025 du niveau d'activité physique des adultes. Donc, on a des données qui proviennent de nombreuses sources, des meilleures recherches disponibles évaluées par des pairs pour donner une note à chacun des 17 indicateurs en fonction des données probantes. Donc, tous ces indicateurs vont être ensuite regroupés par catégorie. Et évidemment, aujourd'hui, on ne passera pas à travers toutes les données, on ne passera pas à travers tous les résultats. On va vous donner ce qui est le plus intéressant, mais on vous invite là, fortement à aller regarder le rapport détaillé pour voir chacune des notes et chacun des pourcentages. Il y a sûrement des informations très privilégiées que vous allez vouloir aller chercher selon le secteur d'intervention où vous êtes pour aller chercher plus de réponses.
Donc, notre, notre affiche de couverture, notre thème cette année, c'est de la stagnation à l'action. On a plusieurs points qu'on souhaite que vous puissiez retenir et repartir aujourd'hui suite au webinaire. Donc, les niveaux d'activité physique des adultes stagnent depuis des années. La stagnation met en évidence des obstacles qui empêchent les niveaux d'activité de s'améliorer, mais aussi la résilience des individus et des organismes à travers le pays. Rappelez-vous qu'au dernier bulletin de l'activité physique, nous étions en pleine pandémie. Donc, on est en train de voir un regard quelques années post-pandémie. Qu'est-ce qui se passe dans les comportements chez les adultes, aussi dans les décisions de nos gouvernements. Donc, c'est intéressant de voir cette résilience justement de chacun des individus et des organismes suite à la pandémie. Donc, on dispose de données, d'expertise et d'organismes dans lesquels vous êtes probablement en train d'œuvrer pour faire en sorte que l'activité physique soit une priorité. Toutefois, des efforts collectifs et coordonnés sont indispensables. Si rien ne change, l'activité physique continuera d'affecter la santé, l'économie, la productivité et le bien-être des communautés du Canada. Donc, il faut vraiment voir l'activité physique comme un outil de cohésion sociale capable de renforcer notre santé, nos communautés et notre prospérité économique. Donc, le but aujourd'hui, c'est de venir briser nos silos davantage, réfléchir ensemble à comment on peut brasser un peu plus la machine, brasser la cage parce que présentement, on voit qu'il y a peu d'effets sur le niveau d'activité physique. Donc, regardons nos indicateurs. On les a mis en 4 catégories différentes et on va être en mesure de pouvoir regarder ensuite les statistiques les plus importantes. Donc, on a 4 catégories, les comportements quotidiens, caractéristiques individuelles, espace, endroit et normes culturelles et finalement stratégie et investissement. Notre première catégorie est la plus grande. On va regarder vraiment dans les comportements quotidiens. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui, le bulletin de l'activité physique? On parle de temps d'écran, temps sédentaire. On va parler aussi de nombre total de pas par jour dans une journée. Vous allez voir que si vous avez vu le bulletin apparaître dans les nouvelles dernièrement, c'est beaucoup ce qui a été capté par les journalistes, le nombre de pas par jour. Donc, si vous êtes d'accord, on embarque. Commençons avec le comportement quotidien pour rentrer dans nos données. Donc, notre équipe de recherche interdisciplinaire a déterminé et évalué les indicateurs du bulletin afin d'attribuer des notes basées sur les meilleures données possibles par la recherche et par des domaines clés. Donc, sachez que tout ça est un travail colossal de aller chercher ces données-là, les mettre ensemble pour pouvoir vous donner une note dans le bulletin de l'activité physique. Et évidemment, on se rend compte les tendances au fil du temps et des différences reliées aux groupes privés d'équité. On a un regard de plus en plus sensible sur les groupes privés d'équité. Ça veut dire que les groupes qui vivent des barrières à la participation, puisque plus ça va, plus on se rend compte que ce sont des déterminants très importants à prendre en considération pour changer les programmes. Donc, si vous êtes prêts, on embarque dans les indicateurs. Première catégorie sur les comportements quotidiens. Donc, la statistique la plus importante à garder en tête si vous voulez avoir le portrait général et global, c'est 46% des adultes ont respecté la recommandation de pratiquer au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité moyenne à élevée par semaine. C'est la donnée qui a été choisie pour avoir un constat global sur le niveau d'activité physique. 46%, c'est 3% de moins qu'au dernier bulletin de l'activité physique, donc on a une légère baisse. 150 minutes d'activité physique d'intensité moyenne à élever par semaine est un déterminant important pour la santé puisque c'est dans cette fenêtre qu'on a les bienfaits, qu'on va voir les bienfaits. Donc oui, l'activité physique légère n'est pas à mettre de côté. Par contre, il faut quand même avoir une certaine intensité dans le cardiovasculaire, dans la difficulté à respirer, aussi à sentir son cœur battre un petit peu plus vite que dans une activité d'intensité légère. C'est pourquoi c'est ce qui a été gardé comme étant une donnée importante à mesurer pour le niveau d'activité physique des adultes. Donc, gardez en tête 46% de la population en général. On va rentrer là, par segmentation tout de suite après. Nombre total de pas dans une journée, de plus en plus, on s'attarde à ça puisque c'est une indication d'une vie active. Présentement, 32% des adultes ont fait au moins 7500 pas par jour, un chiffre correspondant à un mode de vie actif. On sait que parfois, on va avoir le 10 000 pas par jour, mais ici, on garde un 7500 comme étant la cible à atteindre pour un mode de vie actif. Là-dessus, on a une grande baisse au nombre de pas par jour. On était à 43%, 44% en 2021. Donc ici, on a une grande baisse au niveau du nombre de pas et on pourrait l'attribuer à le télétravail, entre autres. Donc, post-pandémie, les gens ne sont pas nécessairement retournés
au travail 5 jours sur 7, ce qui amenait des pas dans la journée, dans le déplacement, puis pour se rendre au travail et aussi dans le milieu de travail. Donc, le fait d'être davantage à la maison, d'avoir des comportements aussi probablement plus sédentaires, nous amène à voir que, on est rendu à 32% des personnes qui vont respecter le 7500 pas par jour. Donc, données à s'attarder, évidemment. Là-dessus, si on va en segmentation sur cette donnée-là du 46%, regardez à droite, on peut voir justement qu'il y a certains groupes qui sont plus favorisés et d'autres vivent plus de barrières. Donc, quand on regarde la recommandation de 150 minutes, on peut voir que les adultes ayant déclaré avoir une limitation sont seulement à 31%, ainsi que les personnes âgées entre 65 et 79 ans. Donc, barrière plus grande, plus difficile pour les personnes qui ont des limitations et aussi les personnes âgées. Donc, à prendre en considération que leur niveau d'activité physique est le plus bas. Donc, comment faire tomber ces barrières-là, comment amener des façons créatives d'amener le mouvement dans le quotidien et aussi, surtout, adapter les environnements et adapter la façon dont le transport actif, par exemple, peut être intégré. Parce qu'on sait très bien que les personnes âgées vont aussi être des personnes qui vont vivre avec des limitations. Donc, ces deux données-là cohabitent ensemble. Aussi, j'attire votre attention encore envers le fossé entre les hommes et les femmes. Donc, on est à 53% pour les hommes et 39% chez les femmes. Cet écart-là, il est encore bien réel. On souhaiterait voir ce fossé-là se refermer de plus en plus. Et malheureusement, ce qu'on se rend compte, c'est que les femmes sont toujours désavantagées, vivent plus de barrières dans leur capacité, dans l'accessibilité, puis aussi dans le train-train quotidien. Souvent, leur réponse va être j'ai pas le temps. Donc, comment ce temps-là peut être mieux utilisé pour que ce soit payant pour leur santé chez les femmes. Encore une fois, là, une donnée à prendre en considération. Les personnes les plus avantagées sont les adultes ayant les revenus les plus élevés. Évidemment, la barrière financière va toujours être quelque chose à adresser. Donc, pour nos organisations, ce constat-là nous montre qu'on doit continuer de mettre des mesures pour favoriser l'accessibilité, adapter les programmes et être à l'écoute justement de probablement les besoins des femmes et des personnes qui vivent avec des limitations et les personnes âgées. Maintenant, regardons plus en détail la donnée sur les 7500 pas par jour. Ce qu'on peut voir est pas étonnant, là, on voit à peu près le même regard que on a avec le niveau d'activité physique. Par contre, là, présentement, il y a des écarts très forts chez les adultes entre 65 et 79 ans. J'attire votre attention là-dessus. Et amenons la donnée chez les personnes âgées où au Canada, on a l'hiver, donc il y a un facteur de risque avec la glace, la neige pour sortir à l'extérieur et aller prendre une marche, une simple marche. Donc, quelles mesures on peut mettre en place dans nos communautés, nos municipalités pour rendre plus sécuritaire la marche à l'extérieur en temps de hiver un peu défavorable qui pourrait restreindre, nous mettre dans une position où les personnes âgées ne se sentent pas en sécurité d'aller marcher à l'extérieur. Donc, je voulais attirer votre attention là-dessus. Et aussi, adultes ayant immigré au Canada au cours des 10 dernières années, 24%, sachez que c'est quand même un pourcentage qui est plus élevé chez les personnes nouvellement arrivées au Canada. Donc, ces personnes-là vont utiliser davantage le transport actif, souvent parce qu'ils n'ont pas nécessairement de voiture. Et là, faites la corrélation. Plus j'ai un revenu élevé, plus je risque d'avoir une voiture, peut-être même deux voitures. Ça a un impact sur la santé et sur la possibilité que j'ai de prendre du transport actif. Donc, il y a peut-être un changement de perception à faire de ce côté-là, où le fait d'avoir plus d'argent me rend plus sédentaire parce que je prends plus la voiture pour me déplacer. Donc, gardez ça en tête également, ça peut être une piste de réflexion. Continuons dans les comportements quotidiens. Regardons les activités de renforcement musculaire et les activités qui favorisent l'équilibre. Donc, 35% des adultes ont déclaré respecter la recommandation de pratiquer au moins 2 fois par semaine des activités de renforcement des muscles, sollicitant les principaux groupes musculaires. Donc, c'est quand même une donnée qui est basse. On souhaiterait avoir davantage de valorisation des activités de renforcement des muscles, puisqu'on sait qu'à long terme, il y a des bienfaits pour plusieurs effets là, sur la santé qui est positive. Et aussi pour tout ce qui est favoriser l'équilibre, 31% des adultes de 65 ans et plus ont déclaré qu'au cours des 7 derniers jours, ils avaient effectué des exercices favorisant l'équilibre. Et là, on amène directement la risque des chutes. Donc, on sait que les activités de renforcement musculaire et les activités qui favorisent l'équilibre
vont être des activités qui vont venir prévenir justement les chutes. Et si vous avez des personnes âgées dans votre entourage qui ont été victimes de chutes dernièrement, vous savez les effets qu'ils peuvent avoir sur leur santé. Souvent, ça va être des effets à long terme. Donc voilà une donnée très importante par rapport aux personnes âgées, plus spécifiquement, où vraiment les activités musculaires et ce qui renforce l'équilibre vont avoir un impact très fort sur cette population-là. Regardons maintenant plus en détail cette donnée-là. Donc, tout ce qui est des recommandations relatives au renforcement musculaire, vous pouvez voir que les adultes ayant le revenu les plus élevés sont ceux qui sont les plus favorisés et les hommes également à 43%. Donc, c'est là où il faut agir sur peut-être la sensibilisation et le renforcement des bienfaits des activités de renforcement musculaire. Regardons les deux plus basses données, donc les adultes ayant déclaré avoir une limitation et les adultes vivant en milieu rural. Donc, on se rend compte que ces deux populations-là ont peu d'accès, donc, à des endroits où ils peuvent faire du renforcement musculaire. Probablement il manque des installations en milieu rural. Donc, comment rendre les programmes plus accessibles sans nécessairement se ramasser dans un gym avec des machines qui coûtent très cher. Il y a peut-être un côté de sensibilisation à voir que le renforcement musculaire peut se faire de façon très facile et plus accessible qu'on pense. Donc, les personnes qui vivent en milieu urbain ou en banlieue sont favorisées. Et si vous pouvez voir là, à 25% en milieu rural et les personnes qui vivent avec une limitation, ceci vient expliquer cela. On regarde maintenant au niveau du transport actif et de la participation sportive. Vous allez constater, si vous regardez la donnée de 2021, que la donnée en transport actif a été augmentée à 46%. Elle était plus basse de quelques pourcentages en 2021. Là-dessus, je mets un bémol. Sachez que Participation a décidé d'ajouter le transport actif des données qui n'avaient pas été évaluées en 2021. En 2021, on s'était attardé pour se rendre au travail, à l'école. Et là, on a rajouté le transport actif pour se rendre dans les parcs, les centres commerciaux et nos amis. Donc, la donnée a été augmentée en transport actif pour avoir un meilleur portrait du transport actif au Canada. Donc, faisons attention avec cette donnée-là. Elle a augmenté, mais on est allé chercher plus de données, ce qui donne un résultat plus élevé. Euh, donc voilà, prenez cette donnée avec un bémol. Mais quand même, 46%, on est dans la bonne direction. Participation sportive, maintenant, 27% des adultes ont déclaré avoir participé à une activité sportive au cours des 12 derniers mois. Donc, réfléchissez à une activité sportive comme étant un sport fédéré, officiel, dans lequel on a des règles et des règlements. Là, c'est vraiment vers là qu'on s'en va pour la participation sportive. On est à 27%. Donc, revenons à notre donnée de transport actif. Vous pouvez voir que la plus forte concentration des personnes qui utilisent le transport actif sont les adultes ayant immigré au Canada au cours des 10 dernières années. Plusieurs d'entre eux ne se rendent pas compte que ça fait partie de leur mode de vie actif. Donc, pour les personnes qui sont nouvellement arrivées au Canada, ben, c'est bien pour leur santé. Par contre, ça montre aussi des barrières à l'accessibilité pour des programmes qui sont plus officiels. Donc, leur vie active va beaucoup se dérouler dans le cadre de leur déplacement. Donc, opportunité à ce moment-là d'aborder le transport actif, peut-être, mais comment aussi amener les autres personnes qui présentement, si on regarde le 39%, le 38%, les adultes ayant les revenus les plus élevés, les personnes présentement qui ont plus de sous n'utilisent pas le transport actif. Ça veut dire qu'il y a un problème de perception sur comment le transport actif est vu pour les personnes qui ont un plus haut revenu. En fait, il y a plein de bienfaits pour la santé et il y a d'autres bienfaits aussi au niveau social puis au niveau de la découverte de son environnement. Donc, il faut sensibiliser nos personnes qui, présentement, sont avec un revenu plus élevé aux bienfaits du transport actif pour faire des choix conscients qui vont donner des bienfaits sur la santé. Donc ici, fait intéressant dans nos pourcentages pour le 57%. Évidemment, les gens qui vivent en milieu urbain ou en banlieue ont aussi une plus forte proportion. On le sait qu'à ce moment-là, les aménagements sont plus nombreux, il y a plus de pistes cyclables, il y a plus de sentiers aussi en milieu urbain ou en banlieue. Les aménagements sont favorisés en opposition avec le milieu rural à 39%. On sait que souvent, il va y avoir des plus longues distances pour se déplacer vers un lieu, que ce soit aller au travail, à l'école ou à d'autres endroits dans la ville, donc, ou dans le village, ce qui fait que ben, le transport actif est moins utilisé, moins disponible. Il y a peut-être des choses à réfléchir là, sur le transport actif qui serait de proximité dans un milieu rural.
Ensuite, vous pouvez voir que les adultes ayant déclaré avoir une limitation sont à 47%. J'attire aussi votre attention sur les adultes ayant les revenus les plus faibles qui sont à 48%. Donc, à voir comment on peut utiliser l'opportunité du transport actif et des bienfaits sur la santé comme étant une solution gagnante-gagnante des deux côtés. Maintenant, la participation à une activité sportive. Donc là, vous pouvez voir qu'à 36%, c'est les hommes en majorité qui vont participer s'inscrire à un sport. Ensuite, on peut voir que c'est les adultes de 18 à 64 ans et les adultes ayant les revenus les plus élevés. Donc, évidemment, le fait de participer à un sport souvent va engendrer des coûts et va engendrer aussi des compétences sportives. Donc là-dessus, on sait que les hommes pratiquent plus l'activité physique. On a vu le niveau d'activité physique qui était plus élevé chez les hommes. Donc, ceci explique probablement leur sentiment de compétence à s'inscrire dans des sports et à pratiquer peut-être un ou même plusieurs sports, chose qui est vraiment limitée du côté des femmes. On est seulement à 19%, fait que le lever le drapeau rouge, il est encore présent ce drapeau rouge-là. Et les femmes à 19% vont aussi, on le sait, faire partie de la population avec un revenu plus faible. Donc ici, on vient aussi renforcer ce fait-là des barrières financières à la participation sportive avec le 19% chez les femmes et le 22% chez les revenus les plus faibles. Donc, à voir, le milieu du sport a besoin de revoir sa façon de faire, l'offre aussi, est-ce qu'il est vraiment, on est vraiment à l'écoute des besoins des personnes qui en ont le plus besoin, justement des personnes qui ont un taux de participation le plus faible. Donc, je pense que quand on voit la lunette et qu'on met notre attention sur les groupes qui ont besoin de faire tomber leurs barrières, à ce moment-là, on peut avoir des mesures qui sont mieux adaptées, qui sont plus à l'écoute aussi des besoins de votre communauté. Continuons dans les comportements quotidiens, le sommeil, le temps sédentaire et le temps d'écran à des fins de loisirs. Donc, le sommeil, on est à 70% des adultes qui vont respecter le 7 à 9 heures de sommeil pour les 18 à 64 ans et de 7 à 8 heures pour les 65 ans et plus. Donc, le sommeil va bien. On avait eu des données différentes pendant la pandémie. Le sommeil avait été un peu troublé. Donc, maintenant, on fait bonne figure au niveau du sommeil. Temps sédentaire, 42% des adultes ont respecté la recommandation de limiter le temps sédentaire à 8 heures ou moins par jour. Ça veut dire d'être en position assise, couchée, mais de ne pas être en mouvement. Donc, on est à 42%. Là, pensez au télétravail. Les gens qui restent à la maison pour travailler vont être en position assise pour travailler pendant plusieurs heures. Donc, à faire attention dans le milieu du travail, c'est pas parce que vos employés sont à la maison qu'il faut pas s'occuper de leur mode de vie actif. Donc, comment intégrer des incitatifs pour permettre de favoriser justement l'activité physique, même quand on est en télétravail. Donnée intéressante cette année, le temps d'écran à des fins de loisirs, donc pas le temps d'écran quand on travaille, mais vraiment pour notre propre divertissement. On est à 57% des adultes qui ont déclaré respecter la recommandation de temps d'écran, qui est de 3 heures ou moins par jour. Et là, je vous mets au défi de regarder dans vos statistiques sur votre téléphone combien d'heures vous êtes devant votre écran à des fins de loisirs par jour. Certains vont avoir une surprise. Donc, je pense que la première étape est d'être conscient et consciente de notre temps d'écran pour des fins de loisirs par jour. Et là-dessus, un autre drapeau rouge à lever, et c'est les adolescents et les adolescentes qui vont souvent être la population qui va dépasser le plus le temps de 3 heures par jour pour un temps d'écran des fins de loisirs, que ce soit pour des jeux vidéo et les réseaux sociaux. Donc là-dessus, ça, c'est vraiment une autre donnée qu'on doit continuer de s'attarder. 57%, ça reste peu d'adultes qui respectent ce temps d'écran-là à des fins de loisirs. Donc là-dessus, quelques mesures là, ont été prises dans certaines provinces, mais continuons d'aborder ça parce qu'on sait que ça a des impacts sur la santé mentale et l'anxiété. On continue avec les caractéristiques individuelles. Et ça, les pourcentages sont élevés et je vous invite à voir ça comme une belle opportunité. On est dans les perceptions présentement dans ces données-là. Donc, premièrement, la capacité. 75% des adultes sont d'accord pour dire qu'ils ont la capacité physique de faire de l'activité physique et 85% sont d'accord pour dire qu'ils ont la capacité psychologique de faire de l'activité physique. Donc, au niveau de la capacité, on a un fort pourcentage des gens qui disent, je suis en mesure de le faire. Parfois, on a des limitations, mais je suis en mesure de faire de l'activité physique. Et aussi au niveau psychologique, ça veut dire que j'ai l'état psychologique positif et je perçois probablement aussi l'activité physique de façon positive par le fait même pour me mettre en action. Donc, au niveau de la perception, il y a une belle opportunité là aussi, c'est de voir qu'est-ce qui empêche justement les gens
de venir se mettre en action. Et là, c'est à nous de réfléchir nos environnements, nos programmes, est-ce qu'ils sont vraiment à l'écoute des besoins. Ensuite, possibilité. Autre fort pourcentage que je vous invite à explorer, 74% des adultes sont d'accord pour dire qu'ils ont la possibilité physique de faire de l'activité physique et 70% sont d'accord pour dire qu'ils ont des possibilités sociales de faire de l'activité physique. Ça veut dire que on le sait que ces possibilités-là sont autour de nous. Les programmes, les environnements, les gens aussi avec qui ça vient soutenir ces programmes-là. Donc, les gens sont conscients que c'est là. Qu'est-ce qui manque pour passer à l'action? C'est là où il faut collectivement commencer à se poser des questions sur est-ce qu'on est à 100% à l'écoute de ce petit euh, ce, ce- ce point de départ-là qu'il faut mettre. Qu'est-ce qui manque pour le point de départ? Et finalement, la motivation aussi est intéressante à regarder. 80% des adultes affirment souhaiter avoir un mode de vie actif, 80%, mais seuls 51% affirment qu'ils font parfois de l'activité physique sans y penser. Et cette donnée-là de faire de l'activité physique sans y penser peut référer par exemple au transport actif ou le fait de pouvoir me déplacer dans ma communauté facilement pour aller au marché, pour aller à l'épicerie, pour aller visiter des gens. Donc, tout l'aspect sécuritaire doit être vu parce que c'est souvent ce qui va être nommé. Je veux bien sortir à l'extérieur pour faire du transport actif, mais je me sens pas nécessairement en sécurité pour prendre mon vélo, y aller à la marche. Donc, mais on se rend compte que la motivation est là. Donc, avoir, ça veut dire que parfois, il faut voir l'accès, justement, au programme et à des environnements favorables. Donc, on vient de terminer notre première catégorie. On va maintenant entrer dans la deuxième qui est les espaces, les endroits et les normes culturelles. Vous allez voir qu'à ce moment-ci, on a aussi des données qui sont très intéressantes au niveau des installations, infrastructures et offres de services. Donc, commençons avec installation et infrastructure. La moyenne des références pour cet indicateur, soit les milieux favorisant le transport actif et l'accès à des installations sécuritaires et appropriées pour faire de l'activité physique et du sport, est de 74. Donc, les milieux répondent bien présentement à notre demande en activité physique et en sport. Donc, c'est une moyenne, évidemment. Il peut y avoir des milieux dans lesquels il y a beaucoup de défis, puis d'autres milieux dans lesquels vous voyez qu'il y a eu des belles initiatives qui ont donné des actions concrètes. Donc, là-dessus, il faut vraiment le voir comme une moyenne, parce qu'on sait qu'à travers le Canada, ça peut être très inégal. Et là, à ce moment-là, vous connaissez mieux que quiconque votre communauté pour en faire un constat. L'offre de services maintenant, 64% des milieux, donc on parle des municipalités, milieux de travail, organismes de sport et loisirs et le milieu de la santé publique, soutiennent des programmes d'activité physique pour diverses populations. 64%, on voudrait probablement que ça augmente plus dans notre offre de services. Donc, il y a des milieux clés présentement qui répondent en offrant des activités physiques. Mais regardons, est-ce que présentement dans votre communauté, vous cochez tous ces milieux-là? Et là, il y en aurait d'autres aussi à venir ajouter à la liste. Donc, au niveau des municipalités, milieu de travail, peut-être à aborder, et organismes de sport et loisirs, évidemment, et santé publique. De plus en plus, la santé publique va voir l'activité physique et le sport comme moyen de prévention des maladies. Donc, aussi un levier important lorsqu'on est en installation là, pour des offres d'activité physique. Maintenant, installation et infrastructure, le chiffre à retenir est 74%. Donc, la plupart des adultes ont déclaré pouvoir accéder aux installations suivantes à pied, au moins de 70%, et à vélo, 80% ou plus. Donc, épicerie, lieu de travail, centre culturel, établissement de soins de santé et d'enseignement et installations sportives et récréatives. Donc, ça veut dire qu'on est en mesure de se déplacer dans ces lieux-là à pied ou à vélo. Est-ce qu'on le fait? Pas nécessairement, mais on sent qu'on est en mesure de le faire. Et aussi, 68% des municipalités canadiennes disposent d'installations jugées en meilleur état que passables. Ça veut dire que le passable, ça veut dire c'est la base pour pouvoir opérer. Donc, on est à 68% des installations qui sont juste au-dessus que l'état passable. Donc ça, on sait qu'il y a du travail à faire là, au niveau des infrastructures de loisirs et de sport qui sont vieillissantes. Là-dessus, on sait que c'est un défi là, qui est partagé dans plusieurs communautés. Maintenant, regardons les politiques et leadership et l'environnement social. La note moyenne obtenue pour l'indicateur des politiques et leadership est de 48%. Elle reflète la proportion de milieux disposant d'une stratégie ou d'un plan formel en matière d'activité physique, de sport et de loisirs. Au niveau du transport actif
et aussi des lignes directrices canadiennes qui suivent donc les lignes directrices canadiennes en activité physique. 48% se passer. Ça, c'est clair, il y a du travail à faire au niveau des politiques et du leadership. L'intention est là. Il y a des plans nationaux, mais une fois qu'on arrive dans les municipalités, dans les villes, dans les programmes aussi, il n'y a pas nécessairement de politique en place qui fait qu'on a des actions claires pour atteindre des objectifs. Environnement social, maintenant, la moyenne des références pour l'éducateur, soit les milieux ayant suffisamment de personnel pour s'acquitter des mandats en activité physique et en sport, aussi soutenir les bénévoles, on sait que ça c'est un enjeu, et créer des partenariats pour l'utilisation d'installations ou la prestation de programmes est à 45% aussi. Donc encore du travail à faire au niveau de l'environnement social, puisque au-delà des infrastructures et des aménagements, on doit avoir des gens compétents pour soutenir ces milieux-là, pour les animer et pour aussi répondre aux besoins de la population. Donc là-dessus, il y a du travail à faire au niveau de l'environnement social. Au niveau des politiques et leadership, donc les communautés qui disposent d'un plan officiel concernant les parcs et les loisirs, on est à 42%, on a du travail à faire, et encore plus pour les communautés qui possèdent une stratégie officielle pour favoriser l'activité physique et le sport auprès de leurs citoyens et citoyennes, on est seulement à 22%. Donc une stratégie officielle va nous amener à mettre en place notre communauté, c'est quoi nos ressources, qu'est-ce qu'on a sur le territoire et comment on peut venir dans une stratégie, donc avec des objectifs clairs, atteindre un plus grand niveau d'activité physique et de sport auprès de citoyens et citoyennes. Travail à faire là-dessus. Posez-vous la question, avez-vous une stratégie officielle? Si c'est non, peut-être une première action à faire en 2026. Communauté qui dispose d'un plan de transport actif, on est seulement à 17%. Donc, on a souvent le souhait de favoriser le transport actif, mais il faut que ça vienne avec des mesures claires, il faut que ça vienne avec une réflexion claire aussi dans les municipalités, dans les communautés. Donc, 17%, c'est pas assez. On peut faire mieux que ça. Stratégie et investissement maintenant au niveau du gouvernement. La note totale est de 68% et comprend l'évaluation des domaines suivants. Donc, le nombre et la portée des politiques liées à l'activité physique, les mesures de soutien, les organismes responsables, les mécanismes de collecte de données, le financement et les programmes de suivi et d'évaluation. On est dans une note globale de 68%. Là-dessus, vous connaissez mieux que quiconque votre province, votre communauté. Est-ce que cette note-là reflète je ne veux pas dire la performance, mais votre vision que vous avez des décisions prises par votre propre gouvernement? On sait qu'à ce moment-là, les juridictions sont différentes aussi d'une place à l'autre au Canada. Donc, à vous de faire votre constat local, tout dépendant où vous êtes, pour voir qu'est-ce qui est amélioré au niveau des programmes gouvernementaux. Maintenant, note totale pour l'indicateur gouvernement, on est à 68% pour notre note totale. On va un petit peu plus loin là-dedans. Chaque gouvernement provincial et territorial avait entre 2 et 8 politiques liées à l'activité physique, 4 en moyenne à travers le Canada et le gouvernement fédéral en avait 13. Parmi ces politiques, regardez comment c'est intéressant, 76% ont indiqué avoir des organismes responsables d'appliquer les politiques. Donc, on a une structure qui est en place. 70% ont indiqué avoir des systèmes permettant de rendre compte de la mise en œuvre des mesures. Intéressant, on a une mesure d'impact qui est intégrée. 70% ont indiqué avoir des références explicites quant au financement, donc comment on peut aller chercher des sous pour que notre milieu s'active et s'anime. Et là où ça fait un peu plus mal, on est à 53% seulement, on a indiqué avoir des systèmes pour suivre et évaluer les progrès des politiques. Là-dessus, ça explique un gouvernement changeant, évidemment, quand on est dans le milieu politique, mais aussi présentement, notre système de financement, malheureusement, fonctionne beaucoup par projet. Donc, une fois que le projet est terminé, financé, les budgets sont terminés, ben, on n'a plus nécessairement de mécanisme pour venir voir à plus long terme la suite et comment ça pourrait être amélioré. Donc, le 53% est peut-être à revoir au niveau des gouvernements si vous faites partie de l'appareil gouvernemental de votre province, par exemple. Peut-être revoir cette structure-là pour voir un impact plus à long terme et des programmes qui ne sont pas nécessairement hermétiques, mais qui vont perdurer dans le temps et s'améliorer.
Donc maintenant, stratégie et investissement, intéressant de regarder aussi cette lunette-là, bien que la plupart des gouvernements provinciaux et territoriaux aient contribué au développement d'une vision commune pour favoriser l'activité physique et réduire la sédentarité au Canada. Peut-être que vous avez encore ce document-là dans la mire là, pour venir influencer vos politiques. C'est quand même un document qui date de 2018 et qui avait été là, intégré à travers le Canada. Quatre d'entre eux ont ajouté leur propre stratégie centrée sur le sport et cinq ont intégré des stratégies portant sur le sport, l'activité physique ou le loisir. Donc, on va avoir parfois une lunette très, très axée sur le sport, parfois on va être plus large avec sport, activité physique et loisir. Mais ça reste quelque chose qui est à revoir, probablement à mettre à jour. Et là-dessus, ben, si vous pouvez contribuer à une mise à jour de la vision commune, on vous invite à le faire, tout dépendant là où vous êtes au Canada. Donc, dans nos stratégies d'investissement, depuis 2024, 12 gouvernements provinciaux et territoriaux ont mis en place de nouvelles stratégies et de nouveaux investissements liés à l'activité physique. Alors là-dedans, on va avoir en majorité des programmes de financement, justement, comme je nommais, par projet avec des montants alloués. C'est ce qu'on voit là, dans notre structure présentement là, de soutien gouvernemental. Ensuite, on est à 19% des investissements en infrastructure. Clairement, il y a un besoin criant dans les infrastructures vieillissantes en loisirs, sport et activités physiques au Canada. Donc, si vous avez des leviers ou des façons de faire entendre cette voix-là, sachez que vous n'êtes pas seul dans votre province, c'est à travers le Canada. Ensuite, 11% politique ou stratégie. Là-dessus, ce qui est intéressant avec des politiques et stratégies, c'est de pouvoir les mettre en action et de suivre l'évolution des objectifs qu'on va avoir nommés. Ensuite, en plus faible proportion, on a des ressources, programmes, projets de recherche, mesures fiscales et mesures législatives. Donc, d'autres effets à explorer qui sont présentement moins présents au Canada, mais peut-être valent la peine d'aller voir leur impact. Donc, comment aborder ce statu quo? On a passé au travers des indicateurs les plus importants selon nous qu'on devait vous partager aujourd'hui. C'est un statu quo qui peut, espérons-le, n'est pas démotivant chez vous, mais plus, euh, on peut-tu se dire que là, c'est assez? On, on met ou on ose, on va dans l'audace, on va dans brasser un peu plus les façons de faire. En s'alliant, en parlant davantage en collaboration et pas tout seul dans nos organismes. Je vous invite à vouloir brasser un peu plus fort justement ce statu quo-là pour faire bouger les choses. Le coût de l'inaction, aller dans l'argument de l'investissement, c'est un argument qui est assez massu. La sédentarité coûte 3,9 milliards de dollars par année à l'économie canadienne et tout ça, c'est des dépenses en santé qui sont évitables. Une hausse relative de 15%, je sais que c'est un gros pourcentage, de l'activité physique chez les adultes pourrait réduire le fardeau économique lié aux maladies chroniques, à la dépression et à l'absentéisme à près de 1 milliard de dollars d'économie par année. Ça, c'est des données qu'on sait, c'est des retombées d'impact sur la santé des gens qui sont chiffrées, là, que vous pouvez utiliser. Donc, l'approche globale, mais aussi l'approche collaborative est à mettre de l'avant. Les gouvernements, les employeurs, les urbanistes, les organisations sportives et chacun de nous, on a un rôle à jouer pour créer des quartiers qui sont dynamiques, qui sont actifs, où on peut tout faire à pied, offrir des options de loisirs flexibles, intégrer le mouvement dans les milieux de travail et dans les services de santé. Je vous invite à sortir de nos chambres d'écho, c'est-à-dire on est souvent entre nous, on est donc convaincus des effets de l'activité physique qui sont positifs. Il y a probablement des secteurs d'activité qui ont besoin d'entendre ce message-là beaucoup plus, qui ont besoin d'être sensibilisés, d'être éduqués pour que ça soit pas seulement l'affaire du milieu du loisir, sport et activité physique, cette crise de l'inactivité physique-là, mais qu'elle soit l'affaire de tout le monde. Donc, comment aborder le statu quo? Je vous invite à sortir justement de votre secteur d'intervention et aller parler plus fort dans d'autres lieux et aussi de revoir les barrières à la participation. Tout ce qui est des coûts en programme, tout ce qui est de l'accessibilité sont des enjeux qu'on doit évidemment aborder. Donc là-dessus, petite question, OK, j'ai parlé beaucoup. Petite question pour vous, un sondage. Donc, on a deux questions en rafale à vous envoyer. Donc, Sophie, tu peux envoyer la première question. On aimerait savoir votre pouls. Question numéro un, quel indicateur, vous pouvez en choisir plus qu'un, vous a le plus surpris? Le cas échéant, veuillez sélectionner tous ceux qui vous ont surpris dans la présentation des indicateurs aujourd'hui. Donc, je vous laisse le temps d'aller répondre à ce sondage. Il y en a plusieurs, donc descendez votre souris, là.
pour pouvoir aller voir tous les indicateurs. Et on aimerait savoir euh, votre première perception par rapport à ces indicateurs qu'on a présentés aujourd'hui. On vous laisse une minute. Encore 15 secondes. On va fermer ça dans 5, 4, 3, 2, 1. On peut mettre fin au sondage et partager nos résultats. Donc, vous pouvez voir que présentement, le nombre total de pas dans une journée à 21% est la donnée qui vous a le plus étonné et on est en égalité avec le transport actif, participation sportive, le sommeil, pardon, et ce qui a gagné, on est à 25%. Capacité, possibilité, motivation. Oui, c'est étonnant. Moi aussi, je partage votre étonnement là-dessus. Donc, les gens perçoivent qu'ils ont la possibilité physique et psychologique. Donc, super intéressant. Ça veut dire que c'est une opportunité pour nous de pas trop se questionner. C'est d'adresser les barrières à ce moment-là. Question numéro 2 maintenant, Sophie. On peut aller avec une autre question pour le sondage. Attends un petit peu, je suis pas capable de la lancer. Parfait. Donc, question numéro 2. Selon vous, quels indicateurs nécessitent une action, une attention immédiate? Demain matin, vous voulez adresser un des indicateurs, c'est lequel? On vous laisse une minute. Encore 30 secondes. Faudrait mettre la toute de Géopardy. Encore 15 secondes. Dans 5, 4, 3, 2, 1. On peut mettre fin au sondage. On va regarder les résultats. Donc, ce qui vous a le plus étonné, 46%, le temps sédentaire, oui. Donc, le temps qu'on reste assis dans une journée, ça vous étonne, effectivement. Donc, comment dans nos journées de travail, là, entre autres, là, c'est beaucoup ça. Les gens sont ben trop assis. Fait que comment intégrer le mouvement au quotidien? Une autre opportunité à aborder de votre côté. Le temps d'écran à des fins de loisirs, oui, ça fait mal, je le sais. Il faut l'aborder, c'est important. Politique et leadership aussi. Oui, étonnant, peut-être positivement, peut-être négativement. Là, c'est certain, tout dépendant où vous êtes au Canada, vous pouvez avoir des perceptions différentes. 29% activité physique d'intensité moyenne à élevée, donc le fameux 46% là, qu'on a de taux d'activité physique en général et le nombre de pas dans une journée. Oui, ça vous étonne et c'est là où vous voulez prendre action. Comment on fait que les gens se lèvent et vont passer à l'action, donc adresser les barrières, adresser ce qui freine, adresser pas nécessairement les perceptions. On sait que c'est plus positif qu'on pense probablement. Comment on met des programmes à ce moment-là qui sont plus adaptés. Puis on a aussi des pistes de solutions pour vous à vous partager. Donc, on peut arrêter le partage, Sophie, et on va continuer vers des pistes d'action, des recommandations justement pour la suite de notre et la fin de notre webinaire. Donc, voici quelques pistes d'action pour les organismes du milieu du sport, de l'activité physique et des loisirs. Donc, on veut développer des politiques. Vous avez vu, c'est un élément qui nous manque avec des mesures qui vont être favorables. On veut mettre à jour les directives canadiennes en matière de mouvement sur le 24 heures pour venir ajuster le nombre de pas par jour relatif et réel. Ça, c'est le milieu de la recherche et c'est très important. Donc, si vous faites partie de ces éléments-là, le nombre de pas par jour est une donnée à explorer pour qu'elles deviennent de plus en plus précises. Et stratégie et des recherches fondées sur des données probantes pour démontrer l'incidence du sport, l'activité physique et loisirs à chaque palier du gouvernement. Donc, plus on va mesurer l'impact de nos actions sur la santé, plus on va être capable d'avoir les bonnes phrases et les bonnes stratégies de communication pour les gouvernements.
Ensuite, sensibiliser la population sur le fait que bien qu'augmenter l'intensité d'activité physique, elle procure des bienfaits. Là où on a le plus de bienfaits, c'est une activité physique d'intensité modérée et ça suffit pour améliorer la santé. Donc, de ramener les attentes là où c'est réaliste. On doit partager l'information avec les adultes sur les bienfaits du transport actif et comment l'intégrer au quotidien et là, travailler sur la perception justement des personnes qui ont un revenu plus élevé. Je pense que c'est une piste et promouvoir des programmes d'activité physique qui sont inclusifs, abordables, donc des cours de niveau débutant à tous âges, pas juste pour les enfants, des activités adaptées culturellement et des options pour différents groupes d'âge et capacités. Plus vous mettez des mesures adaptatives, plus c'est tout le monde qui en profite. Aussi, des options de participation qui sont flexibles, qui vont sortir des temps de travail et de loisirs traditionnels, de l'activité physique en milieu de travail et aussi des cours spontanés, des cours en ligne, donc varier les façons dont on va venir faire la prestation et l'animation de nos activités. Avoir des programmes qui sont axés sur les liens sociaux, puisque c'est un facteur de motivation qui est fort chez les adultes. Donc, comment on peut offrir l'opportunité de socialiser pendant une activité physique ou de sport. Et aussi regarder que les installations et les espaces actifs soient accueillants, sécuritaires, accessibles à tous et toutes, et en regardant les vestiaires qui sont non genrés, qui est un exemple, des trottoirs et des entrées accessibles pour les personnes qui vivent avec des limitations physiques, l'éclairage adéquat, signalisation claire. Là-dessus, revenez à votre population, posez la question qu'est-ce qui est à améliorer. La réponse, elle est déjà dans votre communauté. Pour les municipalités et les urbanismes, alors on veut développer des politiques d'aménagement, création de quartiers qui favorisent la marche et les pistes cyclables, évidemment. Donc, on veut se tenir un peu plus loin des mesures contraignantes et aller plus vers des mesures incitatives. Mettre en œuvre des politiques qui sont intersectorielles, qui vont favoriser l'activité physique dans l'aménagement urbain et les transports, donc pas juste nous dans nos silos, mais sortir l'information et l'éducation dans d'autres secteurs d'activité et la mise en œuvre des politiques municipales chez différents groupes. Il faut en faire le suivi, il faut regarder nos cohortes des personnes qui vivent des barrières pour voir comment on s'améliore et quelles mesures fonctionnent. Aussi, on veut améliorer la sécurité des infrastructures, donc que ce soit des espaces piétonniers, des pistes cyclables. Souvent, c'est ce que les gens vont dire. C'est là, mais je me sens pas en sécurité de les prendre. Donc, comment on peut amener de la sensibilisation, des campagnes d'information pour faire part justement de nos améliorations qu'on a fait dans les milieux. On veut faire de l'investissement dans la conception et l'entretien des infrastructures qui sont gratuites et abordables, évidemment. Sentiers pédestres, pistes cyclables, parcs publics, centres récréatifs et complexes sportifs polyvalents. On veut aussi répartir équitablement les changements apportés aux infrastructures dans les différents quartiers. Donc, on veut avoir un regard peut-être un peu plus précis sur les communautés qui sont moins desservies ou à faible revenu pour réduire les barrières à l'activité physique quotidienne. Et finalement, penser aux adultes lors de la conception des parcs et terrains. On veut des équipements extérieurs adaptés à tous les groupes d'âge. Donc, n'oubliez pas, il faut que ça soit accessible à toutes les générations. Maintenant, pour le gouvernement, que ce soit fédéral, provincial ou territorial, on veut que les cibles nationales mesurables, comme 15 d'augmentation de l'activité physique chez les adultes, soient déterminées par nos gouvernements et donc avec des pistes d'action pour y arriver. On doit continuer de promouvoir les bienfaits de l'activité physique sur la santé, mais prenons aussi l'angle de la prévention dans nos campagnes et politiques. Et finalement, identifier et surveiller des indicateurs pour chaque secteur d'intérêt dans le document de la vision commune au Canada. Autre piste d'action, soutenir la mise en œuvre de cette vision commune et les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux devraient mettre en œuvre des politiques. On a vu les statistiques tantôt, il n'y en a pas assez. Donc, la mise en place de politiques qui visent à rendre les villes plus propices à la marche, à encourager le transport actif et intégrer des conseils en matière d'activité physique. Tout ça fait la promotion du mieux-être, d'une plus belle communauté résiliente et ça va faciliter à ce moment-là l'adoption d'un mode de vie actif chez les adultes. Plusieurs pistes d'action aussi avec nos grands documents nationaux. On a plusieurs stratégies nationales en matière de sport et d'activité physique. Peut-être que vous en connaissez là-dedans. Donc, on a la vision commune, on a la politique canadienne du sport qui vient d'être diffusée.
On a aussi le cadre stratégique pour le loisir au Canada de l'Association canadienne des parcs et loisirs. Et on a aussi le plan de mise en œuvre fédéral du Canada pour les objectifs là, sur le développement durable, entre autres de l'UNESCO. Tout ça, c'est des stratégies. Elles pourraient être mieux concertées, mieux dans la collaboration aussi, dans le but d'outiller davantage les organismes dans leur propre politique. On doit aussi s'assurer qu'on dispose de méthodes de collecte de données pour présenter des statistiques avec des données qui sont probantes, très intéressant, et ça au moins 2 fois par année. Donc, le milieu de la recherche doit continuer justement de s'investir dans cette cause de l'activité physique. On doit estimer le retour sur investissement et l'efficacité des crédits d'impôt. Peut-être qu'il y a quelque chose là à explorer au niveau des politiques et d'autres outils économiques visant à faciliter l'activité physique chez les adultes, mesures qui étaient peu mises en place. Il y a peut-être un levier là qu'on n'a pas assez exploré encore. Assurer le suivi de la mise en œuvre de différentes politiques sur l'activité physique de groupes ciblés qu'on a décidé de cibler de façon variée, de façon diversifiée. Encore, le long terme est un défi au niveau politique et assurer les sondages nationaux et provinciaux et territoriaux qui recueillent des données des groupes variés et utiliser des échantillons plus importants. Donc encore au niveau du gouvernement, de venir investir en recherche pour avoir plus de données probantes. Euh, donc, ça termine la présentation des pistes d'action. Comment vous pouvez utiliser le bulletin maintenant, c'est un document qui est central dans la réflexion qu'on a sur les données en activité physique. Donc, on vous invite à faire la promotion à l'interne, donc à vos équipes, parler du bulletin, parler des données, partager la vidéo, parlez-en sur l'heure du dîner, justement, sur ces données-là qui peut-être vous parlent plus dans vos milieux de travail. Le but, c'est de le faire connaître et d'en parler aussi auprès de vos partenaires. Dans votre communauté, vous avez des organismes avec qui vous travaillez et ce bulletin-là peut être une ressource très importante pour venir appuyer des démarches justement et des initiatives. On veut nourrir la réflexion avec ces données-là. On veut enrichir vos demandes de financement, d'avoir des statistiques qui sont justes dans une demande de financement va apporter de la notoriété à votre demande et aussi de nouer des partenariats constructifs. On a identifié des secteurs plus parfois éloignés de notre domaine. Les partenariats qui sont constructifs vont être ceux qui vont venir toucher à plusieurs secteurs. Donc, ce qu'on veut, c'est que tout le monde harmonise leurs actions pour avoir un plus grand impact. On veut sensibiliser et mobiliser, donc que ce soit des réunions internes ou externes, des infolettes, puis là, envoyez ça dans vos réseaux sociaux. Vous allez avoir des trousses de communication qui vont être partagées sur la page du bulletin de l'activité physique de participation. Ça va nous amener à influencer des politiques. Ça peut être une façon d'entrer en contact et de partir une conversation avec des personnes qui sont au niveau politique et aussi promouvoir la recherche parce que sans la recherche, sans toutes ces données-là, on n'aurait pas de bulletin de l'activité physique. C'est un domaine d'intervention qui est important, qui est essentiel pour avoir des portraits justes dans notre domaine. Plusieurs outils de communication sont à votre disposition. Sur le site web de participation, vous avez une trousse avec des statuts Facebook et réseaux sociaux qui sont déjà pour vous des visuels à utiliser. Il y a aussi un document résumé du bulletin de l'activité physique avec en une seule page que vous pouvez partager. Et le fait d'être ici aujourd'hui est un outil en soi. Donc, vous êtes dans le webinaire pour entendre l'explication des données et vous avez un enregistrement, évidemment, qui est disponible. Donc, en conclusion, dernière question à vous envoyer avant qu'on entre dans la période de questions. Donc, Sophie, la question numéro 3. Croyez-vous que vous-même ou votre organisation entrepreniez l'une ou l'autre des actions suivantes? Donc, dans les pistes d'action, allez cocher ce que vous pensez qui pourrait être une action possible dans votre milieu ou vous êtes peut-être convaincu aussi, là, pas juste dans l'exploration, mais vous êtes peut-être convaincu. On vous laisse encore 45 secondes pour y répondre. Encore 30 secondes. Encore 10, 9, 8, 7. La prochaine fois, j'ai la toune de Géopardy là, pour faire jouer. 4, 3, 2, 1. Alors, c'est terminé. Donc, le plus fort pourcentage est 68% partager les résultats du bulletin avec votre équipe et votre conseil d'administration. Parfait.
Vous faites ça tout de suite après le webinaire. Utilisez des résultats du bulletin pour établir ou renforcer des programmes ou initiatives ou partenariats. Parfait, c'est beau de voir ça. Et finalement, sensibiliser votre réseau en diffusant le bulletin via les médias sociaux, communication électronique et autres moyens. Le fait de partager des pourcentages comme ça vient vraiment partir une discussion avec votre communauté. On vous invite fortement à le faire. Donc, je suis très heureuse d'avoir fait la présentation aujourd'hui. Mon nom est Marianne Parent. Merci Sophie d'avoir été là aussi pendant cette présentation des données. Et là-dessus, je vais arrêter mon partage d'écran et prendre peut-être une question ou deux dans la section questions et réponses. Donc, on a deux questions. Je vais y répondre rapidement, il me reste une minute. J'enseigne aux 65 ans et plus depuis 15 ans et j'utilise le jeu et le sport de coopération comme outil d'augmentation de la participation, donc auprès des femmes et des moins habiles. Est-ce que ce concept est connu au Canada? C'est fantastique comme concept. Donc, la coopération comme outil de mouvement et pour faire de l'activité physique avec les personnes qui se sentent moins agiles dans leurs compétences physiques. Ce concept-là n'est pas nécessairement connu, donc Jean-Claude, si vous pouviez écrire peut-être une ressource dans le clavardage à tout le monde, ça peut être quelque chose de vraiment à partager, très intéressant. Merci beaucoup. Ensuite, merci d'indiquer les sources de référence sur le coût de l'inactivité physique et l'argument de l'investissement, s'il vous plaît. Oui, Madame Cadieux, on a ces données-là dans le document PDF là, qui sont le 3 milliards là, d'investissement pour 15 d'augmentation, 1 milliard de ressources financières qui vont être sauvées pour 15 d'augmentation d'activité physique. Vous avez ça là, dans le document PDF, là, je vous y réfère. Puis il y a même d'autres données financières par rapport à l'investissement qui vont être partagées. Marianne, Merci. Oui. Marianne, j'avais aussi Jean-Claude Drapeau que tu as répondu la question. Il y avait une deuxième partie aussi à sa question. Vous parlez d'activité physique et sport, mais pas de plein air. C'est voulu par cette enquête? Pas nécessairement, vous avez raison, Monsieur Drapeau. Entrez-le dans tout ce qui est loisirs. Au niveau canadien, quand on parle de loisirs, sport et activité physique, le plein air est intégré dans cette donnée-là. Donc, bon point. Effectivement, il n'est pas proprement nommé, mais il fait partie des données qui ont été analysées. Merci beaucoup, Sophie. Je ne l'avais pas vu. C'est parfait. Là-dessus, ben, j'ai pris le temps de répondre aux questions qu'il y avait dans la section questions et réponses. Merci énormément d'avoir été présent aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, évidemment, on est là pour vous, là, le réseau Accès Participation, pour faire part de la réflexion si vous avez besoin de plus de données. Mais vraiment, je vous invite à aller télécharger le document PDF avec toutes les statistiques. C'est précieux. Et là-dessus, ben, je vous souhaite de continuer vos programmes et de continuer la réflexion. Bonne fin de journée, tout le monde.